Zeliao VH41, heure locale, province de Kogilouyesh et Boyer Ahmad, Iran, du sud-ouest. Altitude 7200 mètres. Le ciel au-dessus du massif du Zagros est d'un bleu impitoyable. Il ne donne aucun signe de ce qui va se produire dans les 17 secondes suivantes. À bord du Strike Eagle 01, call sign Phantom Lead, le pilote du 484e escadron de chasse, déployé depuis la RAF Lakenheath, Angleterre, exécute le dernier segment d'une mission de frappe de précision sur un nœud logistique des gardiens de la révolution islamique. Le F-15E est l'un des appareils les plus éprouvés de l'USAF. Bimoteur, biplace, capable d'emporter 16 tonnes d'armement, conçu pour survivre à n'importe quel environnement de combat. Le WSO, le Weapon Systems Officer, assis en place arrière, verrouille les dernières coordonnées sur son MFD. La mission est à 93% accomplie. Puis le RWR, le Radar Warning Receiver, hurle, pas un bip, un hurlement continu. Fréquence K-band, signature d'acquisition de missiles solaires. Longue portée. L'équipage a 3 secondes pour réagir. Il n'en a pas 3. L'Iran vient d'abattre un F-15E Strike Eagle américain. Les 2 membres d'équipage s'éjectent. Ils atterrissent en territoire iranien. Ce qui vient de se passer contredit frontalement et catégoriquement les déclarations faites quasi 48 heures mais le plus tôt depuis le bureau ovale. Trump avait déclaré en prime time « Ils n'ont aucun équipement anti-aérien, leur radar est annihilé à 100%, nous sommes inarrêtables comme force militaire ». Ces mots résonnent maintenant dans tous les écrans de commandement du CENTCOM comme un diagnostic médical contredit par une autopsie. Le système qui a neutralisé le F-15E n'est pas un vestige des années 1980. Les analystes de la DIA, la Defense Intelligence Agency, qui vont passer les prochaines heures à disséquer la télémétrie récupérée par les satellites KH-13 en orbite basse, vont identifier une signature cohérente avec un système Bavar 373, le missile solaire longue portée développé par l'Iran en réponse aux sanctions qui lui ont barré l'accès au S-300. Portée opérationnelle 200 km. Plafond 27 000 mètres, conçu précisément pour atteindre des appareils à haute altitude évoluant hors de portée des systèmes hier courte portée. Quelqu'un a laissé ce système actif. Quelqu'un a décidé de ne pas l'allumer pendant des semaines, laissant les chasseurs américains cartographier les défenses iraniennes sur la base d'une signature SIGINT incomplète, pour le réserver à ce moment précis. C'est un piège. Et il vient de se refermer 02h58, province de Kogilouye, fréquence radio locale et télévision d'État iranienne. Un présentateur de télévision d'État iranienne lance un appel à l'écran. Un bandeau défile. Tout civil livrant un pilote ennemi aux autorités recevra une récompense. Un gouverneur régional a officialisé la prime. Ce qui se déroule maintenant n'est plus une opération militaire. C'est une mobilisation territoriale. Dans les villages qui parsèment les flancs du Zagros, des hommes saisissent des fusils de chasse, des AK-47, des pistolets. Les réseaux sociaux iraniens explosent de vidéos floues montrant du matériel de parachute, des débris métalliques argentés dans les broussailles, une semelle de bottes militaires américaines posée contre un rocher comme un trophée. Le Pentagone War Room, le centre de commandement interarmé du CENTCOM à Tampa, Floride, reçoit les mêmes images en temps réel via les assets ISR persistant surveillance. Les décisions qui vont être prises dans les prochaines minutes vont engager 4 aéronefs supplémentaires dans un espace aérien contrôlé par l'ennemi sans supériorité aérienne locale garantie. Le général de commandement a 30 secondes pour décider. Il envoie la QRF. 10h14, ciel au-dessus du Zagros, call sign, combat search and rescue, CSR package alpha, 2 UH-60, Black Hawk, hélicoptère de manœuvre multirôle, blindage limité, vitesse maximale 200 km/h, pénètrent en territoire iranien à basse altitude, hugging le terrain, utilisant le relief montagneux pour masquer leur signature radar. À leur gauche, un ADS Thunderbolt 2, call sign Warthog 11, fournit l'appui-feu rapproché. Le Joe 8A Avenger, le canon rotatif de 30 mm du Warthog, peut délivrer 3900 obus par minute. Le A-10 est la plateforme CAS, Close Air Support, la plus robuste de l'inventaire USAF. Titanium tub autour du cockpit, moteur capable de fonctionner sur un seul. Conçu pour survivre à l'environnement le plus hostile du champ de bataille. Il n'a pas été conçu pour survivre à ce qui se passe ensuite. L'Iran frappe le A-10. L'aéronef fait route vers l'espace aérien koweïtien, avec des dommages sévères. Le pilote éjecte au-dessus du Koweït, l'A-10 s'écrase, le pilote est sauf. Simultanément, les 2 Black Hawk UH-60 participant aux recherches sont touchés par des tirs iraniens. Des blessures en légèreté sont signalées. Tous les membres d'équipage survivent. En une seule fenêtre temporelle de 90 minutes, l'Iran a engagé et touché 4 aéronefs américains distincts. Le F-15E
Strike Eagle, un A-10 Thunderbolt 2 et 2 UH-60 Black Hawk. C'est le bilan de pertes matérielles le plus concentré subi par l'USAF en une seule journée depuis la guerre du Golfe de 1991. Des vidéos vérifiées par NBC News montrent des civils iraniens armés, 3 hommes en chemise blanche, pantalon noir, sortant d'un véhicule dans un champ du sud-ouest iranien et ouvrant le feu avec ce qui semble être des armes automatiques sur les hélicoptères de sauvetage qui passent à basse altitude. La voix du filmeur, calme et méthodique, commente « Un hélicoptère américain, voilà la force militaire. Tire, tire, ce n'est plus la guerre d'État contre État, c'est la guerre totale de territoire. » Washington DC, Pentagone, salle de presse, 11h30 EST. Le porte-parole du Pentagone fait face aux caméras. Sa déclaration va être soigneusement calibrée. Elle va confirmer le moins possible, démentir le moins possible et laisser le maximum d'ambiguïté sur le sort du second aviateur, dont le statut est à cet instant précis inconnu. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a abruptement relevé de ses fonctions le général Randy George, chef d'état-major de l'armée de terre, ainsi que 2 autres officiers généraux, déclenchant des spéculations sur une recomposition du commandement militaire en pleine opération de guerre. Ce timing n'est pas anodin. Dans n'importe quel manuel de gestion de crise institutionnelle, limoger le chef d'état-major de l'armée de terre, au moment même où des aviateurs américains sont portés disparus en territoire ennemi, est une décision qui va à l'encontre de toutes les doctrines de continuité du commandement. Cela suggère soit une rupture de confiance opérationnelle au plus haut niveau du DoD, soit une tentative de contrôle narratif, purger les généraux susceptibles de contredire publiquement le récit de « victoire imminente » promu par la Maison-Blanche. Dans les couloirs du commandement américain, la question qui circule est simple et brutale. Si le radar iranien était annihilé à 100%, selon les propres mots du président, avec quel radar ce bavard 373 a-t-il verrouillé et détruit un F-15E à 7200 mètres d'altitude? Téhéran, quartier général des gardiens de la Révolution, simultanément. Il faut comprendre la semaine qui précède cet incident pour saisir pourquoi il se produit maintenant et pas avant. Le 2 avril, une frappe balistique iranienne a endommagé une usine de drones israélienne à Petah Tikva. Le 4 avril, un missile iranien a frappé à proximité du quartier général de Tsahal, le Kiria, à Tel Aviv. Peu avant le discours télévisé de Trump, dans lequel il affirmait que les objectifs stratégiques américains étaient proches de l'accomplissement. Des explosions étaient entendues à Dubaï alors que les défenses aériennes tentaient d'intercepter une salve de missiles iraniens. Un pétrolier a été touché par un projectile au large de Doha, la capitale du Qatar. La raffinerie Mina Al-Ahmadi du Koweït, la plus grande du pays, a été incendiée après une attaque de drones iraniens. L'IRGC a publié des images de missiles balistiques tirés vers Israël et des pays de la région, ainsi que des images revendiquant l'interception de 2 drones MQ-9 Reaper américains avancés. L'image qui émerge de cette chronologie n'est pas celle d'une force militaire annihilée. C'est celle d'une force militaire en mode attrition active qui absorbe les frappes, préserve ses systèmes les plus précieux et frappe de manière sélective et calibrée pour infliger un coup psychologique et médiatique maximal à l'adversaire. La destruction du F-15E n'est pas un accident de la guerre. C'est une communication stratégique adressée non pas à la population iranienne, mais à l'opinion américaine, aux alliés européens et aux marchés financiers mondiaux. Paris, Séoul, Rome, simultanément. L'Espagne, la France et l'Italie ont restreint les opérations militaires américaines sur leur territoire, fermant leur espace aérien, refusant l'accès à leurs bases et limitant le soutien logistique. Emmanuel Macron, en visite officielle en Corée du Sud, a qualifié l'idée d'une opération militaire pour rouvrir le détroit d'Ormuz de irréaliste, ajoutant que cela laisserait les navires de commerce dans le détroit vulnérable aux attaques iraniennes. Cette fracture dans la structure de commandement et de soutien de l'OTAN n'est pas anecdotique. Elle redessine en temps réel la géographie des bases avancées disponibles pour l'USAF et le CENTCOM. Chaque refus d'accès d'une base alliée réduit le rayon d'action opérationnel, augmente les temps de transit et comprime les fenêtres de combat, ce qui signifie concrètement que des chasseurs comme celui qui vient d'être abattu opèrent à la limite de leur enveloppe de carburant dans des conditions qui dégradent les marges de sécurité tactique. Le Royaume-Uni, pour sa part, a accepté que les États-Unis utilisent Diego Garcia et la RAF Fairford pour des opérations défensives visant à dégrader les capacités missiles iraniennes attaquant les routes maritimes. Le Royaume-Uni déploie des systèmes Rapid Ranger de défense anti-drone courte portée dans le Golfe, mais la ligne de fracture est désormais tracée au sein même du bloc occidental. D'un côté, une coalition de volontaires anglo-saxonnes, US, UK, Israël. De l'autre, une Europe continentale, France, Espagne, Italie, qui refuse la militarisation de sa position et cherche une sortie diplomatique.
La Russie et la Turquie ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, avertissant que les combats risquent d'avoir des impacts mondiaux sur l'énergie, le commerce et la logistique. Moscou et Pékin observent. Ils n'ont pas besoin d'intervenir directement. Chaque heure de guerre supplémentaire travaille pour eux, épuisant les stocks de munitions américains, dégradant le matériel, fracturant les alliances européennes et propulsant le Brent au-dessus de 109 $ le baril. 03 avril, 14h22. Quelque part, dans les montagnes du Zagros iranien, un homme en combinaison de vol de l'USAF était quelque part dans ce terrain. Peut-être blessé, peut-être capturé, peut-être en fuite avec son beacon de survie activé, transmettant ses coordonnées à un satellite AEHF sur une fréquence chiffrée, en espérant que les Delta Force CSR, en attente en Koweït, reçoivent le signal avant que les milices civiles, les Basijis ou les unités spéciales de l'IRGC ne le localisent. Le gouverneur régional iranien de la province de Kogilouye et Boyer Ahmad a nié les rapports selon lesquels le second aviateur avait été trouvé et arrêté. La direction régionale de l'IRGC a également démenti avoir capturé et détenu le second pilote du F-15E. Les démentis iraniens, dans ce contexte, ne sont pas nécessairement des démentis. Ils peuvent être du jeu tactique informationnel, nier la capture pour préserver la possibilité d'un levier de négociation futur ou pour empêcher une escalade américaine immédiate qui suivrait la confirmation d'une capture. Ce que l'on sait avec certitude, l'Iran a demandé aux civils de la région de rejoindre la recherche et a offert une récompense. Un des membres d'équipage a été localisé et extrait par les forces spéciales américaines. La recherche du second se poursuit. Ce qui se joue dans les prochaines heures va définir les paramètres de la suite de cette guerre. Si le second aviateur est capturé vivant et exhibé par la République islamique, Trump sera confronté à un choix stratégique qu'aucun président américain n'a jamais eu à faire dans une guerre ouverte. Négocier la libération d'un prisonnier de guerre avec un État qu'il a juré de détruire, ou intensifier les frappes au risque de le tuer. Chacune de ces options est une défaite politique d'un type différent. 05 avril 2026. Jour 36 de l'opération Epic Fury. Voici l'état des forces tel qu'il se présente ce matin. Au moins 2176 Iraniens ont été tués par les frappes américano-israéliennes depuis le 28 février. 13 soldats américains sont morts, 27 autres personnes ont été tuées dans les États du Golfe. Au moins 24 Israéliens sont décédés. Le cours du Brent a dépassé 109 $ le baril en trading spot, en hausse d'environ 50% depuis février. Les marchés financiers asiatiques ont ouvert en rouge pour la 6e semaine consécutive. Les compagnies aériennes mondiales signalent des pénuries critiques de kérosène. Trump a intensifié sa rhétorique contre Téhéran, menaçant de ramener l'Iran à l'âge de pierre et avertissant que l'armée américaine n'avait même pas commencé à cibler les infrastructures nucléaires. 24 heures plus tard, un F-15E était abattu, un A-10 était détruit et 2 Black Hawk étaient touchés. Un porte-parole militaire iranien, le lieutenant-colonel Ebrahim Zolfagari, a insisté sur le fait que l'Iran maintient des stocks cachés d'armes, de munitions et des installations de production. Il a affirmé que les installations ciblées jusqu'à présent par les frappes américaines sont insignifiantes. L'Iran a déclaré que la guerre continuera jusqu'à ce que ses ennemis fassent face à l'humiliation et à la reddition, avertissant spécifiquement les États-Unis contre toute invasion terrestre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que le conflit risquait de dégénérer en une guerre plus large et a appelé à un arrêt immédiat des frappes américano-israéliennes sur l'Iran. Un F-15E coûte 87 millions de $. Une formation de pilote de chasse USAF dure entre 8 et 10 ans. La question qui devrait vous maintenir éveillé cette nuit n'est pas « Comment l'Iran a-t-il pu abattre cet avion ?» La question est « Combien d'autres systèmes de défense aérienne iraniens ont-ils été délibérément tenus hors ligne, attendant leur moment ?» La guerre entre dans sa 6e semaine. Trump dit qu'elle sera terminée dans 2 à 3 semaines. Téhéran dit qu'elle durera jusqu'à la reddition américaine. Quelque part dans les montagnes du Zagros, un aviateur américain est toujours introuvable. Ce que vous venez de regarder n'est pas une simulation. Ce sont les événements de vendredi dernier. Et si cette guerre franchit le prochain seuil d'escalade, frappe sur les infrastructures pétrolières du Golfe, capture publique d'un prisonnier américain ou fermeture totale et permanente d'Ormuz, ce que vous avez vu aujourd'hui sera appelé, dans les livres d'histoire, le début de la phase chaude. La prochaine fois que les radars s'éteignent, il n'y aura peut-être pas de séquence de sauvetage.